Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonne fin de matinée du dimanche pour ce 266e numéro de Téléfoot, essentiellement consacré à la Coupe de France. C'est un week-end de coupe. En effet, 20 matchs se sont déroulés entre vendredi et samedi. Nous allons vous en montrer pas mal quand même. À commencer par la rencontre qui opposait le numéro 1 du football français actuel, Bordeaux, à un tout petit, l'équipe de Thouars. Un match sympathique à Brive-la-Gaillarde avec Yves Kupfermink. La version moderne de David contre Goliath avait attiré au stade de Brive, le temple du rugby, près de 13 000 spectateurs. 13 000 personnes qui, sans l'affirmer, ont le secret espoir que, comme dans la légende, le David Thouarsais va terrasser Goliath, le géant bordelais. Malheureusement pour Thouars, le propre des légendes, c'est d'embellir la réalité. Une réalité qui, dès le coup d'envoi, se traduit sur le terrain par 10 maillots blancs regroupés devant leur gardien. Le ballon, lui, revient inexorablement dans les pieds bordelais et des actions comme celle de Specht, il y en aura des dizaines dans le premier quart d'heure sans que Bordeaux ne parvienne à ouvrir la marque. À la grande joie du public, c'est même Thouars qui va se créer sa première occasion. Mais la reprise de l'avant-centre Philippe Monod passe largement au-dessus du but de Dropsy. Tenir le premier quart d'heure, c'était l'objectif des cheminots de Thouars. Ils tiendront même 18 minutes avant de craquer à 2 reprises en l'espace de 3 minutes. C'est d'abord René Girard qui, d'un tir de 20 mètres, ouvre la marque après que le ballon est ricoché sur le poteau. Et si les supporters bordelais sont contents, c'est tout simplement parce que Dieter Müller vient de doubler la mise. 2-0 donc, 2 buts qui, au lieu de décourager les joueurs des Deux-Sèvres, vont les libérer. Et c'est une nouvelle fois l'avant-centre Philippe Monod qui inquiète Dropsy. Mais devant la remarquable machine bordelaise, Thouars souffre et va craquer à nouveau à 2 reprises en fin de première mi-temps. Les Girondins marquent par Dieter Müller de la tête et par Léonard Specht. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette équipe de Bordeaux? Le jeu facile, on a l'impression que le football c'est vraiment plus facile. Pourtant, je pense que on aime bien jouer au ballon, mais quand on voit Bordeaux jouer, vraiment c'est fantastique. On court après le ballon, on est fatigué, on n'a pas touché le ballon. Vraiment, ils ont un jeu simple et en plus un jeu vachement correct, enfin aujourd'hui toujours. Et ça, c'est vraiment fantastique pour nous. Dans ces matchs-là où c'est relativement facile pour eux, arriver à 4-0 à la mi-temps et jouer toujours aussi simplement, c'est quelque chose de plus dur à réaliser en football. Et Bordeaux l'a réalisé ce soir et c'est bravo pour Bordeaux. Privé de Lacombe, Giresse et Chalana, c'est Jean Tigana, la star bordelaise qui a fait l'essentiel du spectacle et qui a permis au gardien François Billot de se mettre en valeur. Mais au fil des minutes, Thouars se montre de plus en plus entreprenant et Dominique Dropsy devra déployer tout son talent pour contrer un tir d'Éric Guilbeault. 4-0, c'est un bon résultat pour Bertrand Marchand et ses hommes. Malheureusement, ils devront encore s'incliner à 2 reprises sur des buts d'Audrin sur pénalty et de l'inévitable Dieter Müller. 4-0, c'était bien. 6-0, par contre, c'est lourd. Pour le petit Pousset sous Vélonneur, c'est déjà une victoire. Et alors que les Bordelais pensent déjà à leur match de mardi contre Toulon, Cocombo file tout seul et trompe Dropsy. Un but historique pour Joseph Cocombo et Thouars qui a plutôt surpris la grande équipe de Bordeaux. Cette équipe de Thouars a été merveilleuse parce qu'elle n'a pas fermé le jeu. Elle a joué, je dirais, son va-tout et a tenté tous les coups. Je crois que c'est une belle expérience justement pour cette équipe. C'est une équipe qui a, pour ce niveau-là, qui a très bien développé son jeu et qui en certaines circonstances nous a mis en difficulté, c'est vrai. Bravo Thouars, donc pour Bordeaux, la fête continue, on n'en attendait pas moins. Une équipe de Bordeaux donc toujours en route pour les 3 fronts. L'année prochaine, Le Havre sera peut-être en première division, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à cette sympathique équipe du Havre. Hier, un avant-goût de la première division pour les amateurs de football du Havre, la rencontre de Coupe de France entre Laval et Lille, suivie pour nous par notre ami Frédéric Jaillant. Rencontre équilibrée entre 2 clubs de première division. Et oui, cela se passait donc au Havre, Lille contre Laval, 2 équipes de première division, mais seulement 3500 spectateurs au Havre. C'est tout de même bien peu et c'est dommage. Dommage d'autant que le match a été plaisant, avec une opposition entre le style athlétique et volontaire des Lillois en maillot blanc et celui sans doute plus délié mais moins efficace des Lavallois. La preuve, ceux-ci pendant toute la durée de la partie ne se créeront en fait qu'une seule véritable occasion. Ici même, après 18 minutes de jeu,
Un long ballon en direction de Séné qui grille la politesse au défenseur lillois qui se retrouve seul devant Motem, mais il croise un petit peu trop son tir et finalement Séné met à côté. Plus réaliste donc les joueurs lillois et une minute plus tard, ils ne laisseront pas passer l'occasion d'ouvrir le score. Un long ballon de Primorac en direction de son compatriote Savic qui part sur la droite. Planck, vous l'avez aperçu, s'est engagé. Il récupère ce ballon, contrôle du gauche, tir du droit, c'est bien fait. Godard est battu 1-0 pour Lille après 20 minutes de jeu. On revoit ce but de Stéphane Planck, le seul de la première mi-temps, 1-0 pour Lille. C'est donc le score en début de deuxième période. Là où va en fait se jouer le tournant de la rencontre, sans aucun doute, un corner lillois. Un ballon cafouillé de la surface de réparation, récupéré par Primorac, c'est fait 2-0 pour Lille. Un tournant sans aucun doute donc de la rencontre, car les Lavallois tout de même hier soir ont paru manquer de punch, notamment en attaque. Et en même temps qu'ils encaissent ce but, c'est également un sérieux coup au moral qui leur est porté. Ceci d'autant plus qu'ils vont en encaisser un troisième but. À la suite de cette action, lutte entre Boson, le capitaine lavallois, et Bureau. Bureau est retenu par le maillot, puis projeté peut-être involontairement par Boson, mais le pénalty était indiscutable, sifflé par M. Lartigot et transformé par Savic. 3-0 pour Lille après 1 heure de jeu. Dès lors, les Lavallois ne se font bien sûr plus d'illusions et l'addition aurait pu être encore plus salée, notamment ici avec Bureau. Mais le ballon passe à ras du poteau. Et puis, plus salé, l'addition le sera finalement. Pirard perd ici le ballon. Un ballon récupéré par les Lillois. La relance est rapide. Le ballon pour Bureau sur la droite. Une longue transversale en direction de Savic. Seul devant Godard, qui renvoie du pied. C'est original, mais Medic, qui venait de rentrer en jeu, est le plus prompt. 4-0 pour Lille. C'était les dernières minutes de la rencontre. Et regardez bien au ralenti, Godard ne se donne pas trop de mal. Un signe. Sans doute le signe qu'il était un petit peu énervé par l'apathie et le laxisme de ses défenseurs. En tout cas 4-0 pour Lille. Et qualification à la clé. Une qualification qui fait plaisir aux Lillois, éliminés l'année dernière par Caen et l'année d'avant par Lisieux, deux équipes de 3e division. Et pourtant, le Lille Olympique Sporting Club, c'est un grand nom de la Coupe de France, pas tout à fait aussi grand que l'Olympique de Marseille, mais pas loin. Beaucoup de rencontres hier et cet après-midi entre clubs de première et de deuxième division. L'une d'entre elles hier voyait Toulouse rencontrer l'équipe d'Orléans, une équipe d'Orléans qui fait un très bon championnat de deuxième division. Philippe Huy va nous raconter tout ça. Le score là encore a été extrêmement serré. Et ça s'explique dans la mesure où Toulouse ne flambe pas trop en première division, alors qu'Orléans, lui, réussit de bons résultats en deuxième. Donc la rencontre était plus équilibrée a priori qu'il n'y paraissait. Et ce sont, après un long round d'observation d'ailleurs, les Orléanais qui vont se créer les premières occasions, notamment à la suite de cette action. La balle est renvoyée un petit peu en catastrophe par Domergue en touche. Et sur cette touche effectuée par Noël, une petite faute encore de Domergue sur Cheravola. Et regardez bien le coup franc, ça va être à la 16e minute. Il est tiré par Chiesa, une superbe tête de Trassard qui passe au-dessus. Mais cela va avoir le mérite de lancer le match d'une part et aussi de mettre en confiance ces Orléanais. Là, c'est Chiesa qui prend une balle dans les pieds de Yannick Stopira. Les Orléanais font un petit peu le jeu, même si cette action est confuse. Stopira a récupéré le ballon. La balle est récupérée par les Orléanais et une faute indiscutable de Tarantini sur Cheravola qui était parti comme une bombe. Tarantini qui n'est pas content mais qui prend quand même un carton jaune. Et regardez bien ce coup franc, il est tiré par Lemay et c'est sur le montant qu'il arrive, la balle étant déviée de la tête par un défenseur toulousain. Vous le voyez, les Toulousains sont assez malmenés et il va falloir attendre là encore un coup franc légèrement discutable pour leur voir se créer leur première occasion. Il est tiré par Durand pour Domergue, un centre de Domergue. À l'arrivée, une tête de Yannick Stopira qui passe à côté, mais cela pourrait servir d'avertissement. Vous allez comprendre pourquoi. Les Orléanais, eux, ne se découragent pas, au contraire, notamment grâce à leur milieu de terrain, Chiesa, Noël, très bon ce jeune Noël, qui va placer dans quelques secondes un tir de 30 mètres. Il a 20 ans et il ne manque pas d'audace. Bergerot, lui, est obligé de se coucher. 26e minute maintenant.
le tournant du match. Guy Lacombe, un centre, la balle est encore mise en corner par Noël. Et sur ce corner, tiré par le pied gauche de Domergue, eh bien, il va y avoir le but de ce match. Et une superbe tête encore de Yannick Stopira. 1-0 donc pour Toulouse. Ça se passait à la 26e minute, mais vous allez voir sur le ralenti que la tête de Stopira n'était pas si évidente que ça. Il va partir des 16 mètres pratiquement. Et il va être à la récupération donc de ce corner tiré par Domergue. Vous le voyez là, il vient de partir. Peut-être une légère faute de défense des Orléanais qui auraient dû se méfier, surtout que quelques minutes plus tôt, déjà Stopira avait placé un fort bon coup de tête. Ce but va libérer légèrement les Toulousains. C'est à ce moment-là qu'ils vont réussir leur meilleure période, notamment Guy Lacombe là, qui réussit un beau slalom et qui donne à Stopira, mais cette fois-ci Janin arrête le tir de l'avant-centre tricolore. 1-0 à la mi-temps, Toulouse n'est bien sûr pas vraiment rassuré. Et ils ont raison d'être soucieux, ces Toulousains, car encore une fois, Noël place un tir terrible qui passe juste à côté de la lucarne des buts gardés par Bergerot. Là, c'est Luisinho qui va tout seul devant Bergerot, mais Luisinho était victime d'un claquage et ça l'a peut-être un petit peu gêné dans cette fin de partie. Là, il manque la réception de ce centre encore de Noël. Et dernière action, à la 46e minute de cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, le tir de Lemay sur ce coup franc. 1-0 donc pour Toulouse, mais c'est Orléans qui est sorti sous l'ovation du public. Bref, une équipe de Toulouse qui a eu chaud face à Orléans, l'Orléans de Jackie Lemay et de Serge Chiesa. Des résultats finalement conformes à la logique dans ces matchs de 32e qui se sont déroulés jusqu'à présent, sauf peut-être un. C'était vendredi en ouverture à Cannes et Toulon affrontait Nice. Nice qui caracole en tête de son groupe en deuxième division. Didier Roustan était présent. Et oui, mais Toulon qui est l'une des meilleures formations de notre championnat et qui partait donc légèrement favori. Nous sommes en tout début de partie. Nice qui talonne pour lui-même et qui tente sa chance. Mitrano était bien placé, mais petit à petit, eh bien, les Niçois vont prendre confiance. Encore une talonnade pour lui-même, cette fois c'était avec Françoise. Alors là, il y a quelque chose de surprenant, c'est que je crois voir le Racing Club de France, et nous revenons donc au stade Pierre de Coubertin à Cannes. C'est curieux. Toujours 0-0, rassurez-vous. Castagnino donne pour Lefebvre à la 8e minute, qui contrôle très bien et qui ne laisse aucune chance à Pascal Olmeta. Un but à 0 au départ, il y avait un coup franc et Castagnino qui a très bien prolongé pour Lefebvre, qui était curieusement démarqué, là à 6-7 mètres des buts d'Olmeta. Un but à 0, à partir de là évidemment Nice va encore prendre confiance. Dominguez, l'avancante, pèse énormément de par sa puissance sur la défense toulonnaise avec Alfano. Ici un bon coup franc d'Albert Himon. Vous voyez une première mi-temps où il s'est passé beaucoup de choses, mais Nice est remarquablement organisé au milieu de terrain maintenant et en contre-attaque se montre dangereux, comme ici avec toujours Lefebvre qui a pris de vitesse Courbis, mais Olmeta avait bien flairé le coup. Un but à 0. Toulon ne se crée guère d'occasion, si ce n'est ce tir de Delionis qui a été marqué de très près par le très bon stopper Patrick Bruiséquesi. Et on approche de la fin de cette première mi-temps. Nous sommes à la 43e minute et là, eh bien, deuxième coup de théâtre pour la soirée après le but de Lefebvre. C'est une panne de courant. Heureusement, cela ne sera pas bien grave et au bout de 10 minutes, on pourra reprendre le jeu. Mais il ne sera pas très intéressant et toujours pas de but, toujours 1-0 donc pour Nice, qui sera inquiété ici sur cette superbe reprise d'Alfano qui avait marqué un très joli but grosso modo dans les mêmes circonstances contre Marseille au Stade Vélodrome en championnat. Ici une tête de Paganelli, cette fois Mitrano était belle et bien battue. En deuxième mi-temps, les actions les plus nettes effectivement seront à mettre à l'actif des Toulonnais. On ne comprend pas Ricord qui est pourtant gaucher, pourquoi il n'ouvre pas de l'extérieur du pied gauche sur cette action. Il a préféré le pied droit et Paganelli est obligé de se déporter. Louis Ekesi était là pour protéger Mitrano. Cela dit, Roger Ricord est un remarquable joueur de ballon, il le prouve ici au Nice. Puis Paganelli est toujours le petit filet, mais dans l'ensemble, Nice n'a pas vraiment été débordé dans cette deuxième mi-temps. Les Niçois ont bien contrôlé le jeu et dans les arrêts de jeu, il marque un superbe deuxième but par le jeune Fabrice Medj, avec au départ eh bien, le buteur de la première mi-temps, c'est-à-dire Lefebvre, Fabrice Medj, qui est sans doute le joueur niçois le moins connu et qui se présente aux caméras de Téléfoot.
suis né le 6 juin à Aix-en-Provence et je suis à Nice depuis junior première année et j'ai signé aspirant. J'ai signé mon contrat de professionnel cette année-là. Vous avez joué dans diverses sélections de jeunes? J'ai joué en minime de la Méditerranée, cadet de la Méditerranée. L'année dernière, j'ai été sélectionné une fois en espoir. On vous a découvert, je crois, à l'occasion d'un match important où ça a duré contre... Oui, c'est ça, l'année dernière contre Lyon, on avait fait 1-1, donc j'avais marqué. Il y aura sans doute encore beaucoup d'autres dans une carrière qui s'annonce fort belle. Fabrice Medj, en tout cas, victoire méritée des Niçois à 2-0 et un match de coupe assez intéressant. Les Niçois, évidemment, qui visent ce qu'ils ont laissé échapper de si peu l'année passée sous l'orage de Colombes, vous vous en souvenez, c'est-à-dire la montée en première division. Ils semblent bien placés, comme le disait Jean Séraphin, leur entraîneur. Pour eux, la coupe, c'est un plus. Dans la région parisienne, il y avait hier 2 matchs qui se déroulaient, l'un à Versailles, l'autre à Fontainebleau. Nous allons voir un petit peu très rapidement ce qui s'y est passé. Et les clubs hiérarchiquement mieux classés ont eu quelques petits problèmes. Le Racing, notamment, le Racing qui affrontait Viry-Châtillon, club de Détroit. Le match avait lieu à Versailles. Mi-temps 0-0, fin du temps réglementaire 0-0 et il a fallu attendre la 105e minute de la partie pour voir le blond Philippe Piette réussir ce qui sera le seul but du match qui permet au Racing de remporter un succès. Ça ne leur était pas arrivé depuis longtemps et de se qualifier pour les 16e de finale d'extrême justesse. 1-0 donc après prolongation. À Fontainebleau, devant près de 5000 spectateurs, les tout petits de Moissy-Cramayel affrontaient Mulhouse. Mulhouse qui joue en maillot blanc. Et longtemps, très longtemps, Moissy-Cramayel va retarder l'échéance jusqu'au début de la deuxième mi-temps, où là, il y a une faute de Privat sur Bernardet qui filait au but. Le pénalty est indiscutable, transformé par Eriksen, et Mulhouse prend l'avantage par 1-0. Ce but va évidemment assommer un petit peu l'équipe de Moissy, on le comprend. Et sur un contre, Eriksen ayant subtilisé le ballon à Huyot, c'est un deuxième but marqué par le Danois, 2-0, dès lors le match est terminé. Et au cours des dernières minutes, à 2 minutes de la fin très exactement, l'arbitre laisse l'avantage et Erlaché marque le 3e but. Mais Moissy a bien tenu le choc, comme le dit Foirati. C'est tout à fait logique, il y avait trop de différence entre les 2 équipes. Enfin, je crois qu'on s'est bien battu et qu'on a été au bout de nous-mêmes. Voilà, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder les autres résultats, les résultats des matchs que nous n'avons pas vécus en images, très rapidement. Il n'y a pas eu, je vous l'ai dit, de grosses surprises à signaler. Quand même des qualifications un petit peu difficiles, celle de Monaco par exemple contre Amiens, 2 buts signés Gingigny et Bravo contre un but de Mbaye. Toulouse on l'a vu, Rouen a gagné 2-1 seulement aussi contre Caen, but de Roland et de Didot contre un but de Point. Lens 2-0 contre l'association sportive de Brest, voilà. But de Vercruis et de Zaramba. Marseille ne s'est qualifié qu'au penalty contre l'équipe de Senlis. 2 buts de Relmi pour Rennes. Mulhouse, on vient de le voir. Le Stade français qui marche bien, le Stade français 92, s'est qualifié lui aussi pour les 16e de finale. Qualification facile pour Le Havre, beaucoup plus difficile pour Sedan. Valence qui élimine Beauvais, pourtant leader de son groupe. Le seul club hiérarchiquement inférieur qui s'est qualifié, on vient de le voir, c'est l'équipe de Pau. Pau qui a battu Quimper. On passe maintenant, alors que je vous le signale, il y aura 12 matchs qui se dérouleront cet après-midi, avec notamment une belle rencontre au Parc des Princes entre Auxerre et Metz et des clubs de première division en grand danger. Lyon, par exemple, contre Brest à Saint-Étienne. Tours contre Saint-Étienne à Nevers. Le Paris Saint-Germain contre Montpellier à Alès, Sochaux contre Martigues à Arles. Bref, des matchs qui seront suivis de très très près par Didier Roustan qui vous en fera un résumé complet dans Sport Dimanche Soir ce soir après le film. On passe maintenant au football international et on retrouve Philippe Huy pour des images inédites. En effet, cette semaine, la Juventus de Michel Platini disputait un match amical à Alger contre la sélection nationale algérienne. Nous devons ces images à nos camarades de la télévision algérienne. Et le football amical fait recette en Algérie puisqu'il y avait 55 000 spectateurs pour voir notamment Bellini amener le premier but marqué par Maroc, le joueur de Brest. 1-0 donc pour l'Algérie, un but superbe. Les Italiens de la Juve égalisant à la suite d'un 1-2, Platini-Boniek, Boniek
marquant donc ce but, 1-1 à la mi-temps. En deuxième période, la Juve va prendre l'avantage grâce à ce tir de Prandelli. Mais finalement, les Algériens vont réussir à remporter ce match. Ils vont d'abord égaliser à la suite de ce mauvais renvoi du gardien. Un but un petit peu heureux marqué par Yahi, 2-2 à ce moment-là, mais ce n'est pas terminé puisque l'Algérie va remporter ce match amical, 3-2, grâce à ce dernier but, après une très belle ouverture. C'est Meguichi donc qui clôt la marque, 3-2, mais Platini et la Juve ont passé une belle journée. Quant à l'Algérie, elle a bien préparé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Belloumi et Platini, les deux numéros 10 de ce match. Une équipe d'Algérie que l'on retrouvera avec plaisir si toutefois elle se qualifie pour le Mexique. Elle avait été la grande révélation du dernier championnat du monde en Espagne. Étranger toujours, maintenant avec Yves Kupferming, c'est des images qui nous viennent du championnat ouest-allemand de la Bundesliga, perturbé hier par la neige car il fait froid de l'autre côté du Rhin. Werder de Brême, Bayern de Munich, le troisième contre le premier. C'était hier à Brême, le sommet de la 19e journée de la Bundesliga, une journée perturbée, 6 matchs reportés. Le premier but inscrit dès la 6e minute par l'avancante de Brême, Rudi Völler. Brême qui va doubler la mise à la 20e minute sur pénalty par son autre attaquant, Reinders. En fin de première mi-temps, le Bayern réagit, un coup franc de Lerby contré. Et c'est Narvaï qui reprend, le ballon passe dans une forêt de jambes avant de tromper Burdanski. En deuxième mi-temps va commencer comme la première pour Brême, c'est-à-dire avec un but, un premier tir contré par Oman et c'est Hermann qui reprend. Le Bayern va à nouveau revenir à la marque à la 60e minute au terme d'une très belle action collective avec au départ Soren Lerby. Presque tous les joueurs de Munich vont toucher le ballon. Et après ce tir, Michael Rummenigge va laisser la politesse à Wolfhard qui réduit l'écart. Et à 20 minutes de la fin, Brême va marquer un 4e but par l'inévitable Rudi Völler. Völler qui lobe Oman avant de marquer dans le but vide. Brême revient à 1 point du Bayern. Vous remarquerez qu'à Brême, il devait faire drôlement frisquette parce que tous les joueurs du Bayern jouaient avec des collants noirs. Voilà, ce téléfoot touche à sa fin. Le temps pour moi de vous présenter les deux revues qui viennent de sortir cette semaine avec tout d'abord Mondial. La couverture est consacrée à notre ami Dominique Rocheteau. Rocheteau qui a 30 ans. Il ne les fait pas, Dominique, il est toujours aussi jeune et vaillant. Et puis 11, le numéro 110 de 11 avec tout sur le loto sportif. Et en couverture, une autre star de l'équipe de France, c'est le sympathique gardien de but auxerrois, Joël Batz. Voilà, ils sont tous les deux en vente, vous les trouverez très facilement dans tous les kiosques. Bonne fin d'après-midi, rendez-vous cet après-midi pour Sport Dimanche et puis bien sûr ce soir pour Sport Dimanche soir et pour un autre téléfoot samedi prochain. Bonsoir, dimanche prochain pardon, dimanche, samedi c'est pour dans 15 jours.